Des gémissements de douleur au cœur de la nuit. Voilà, il est minuit et quart là et on part à la maternité, j'ai des contractions. Je leur ai téléphoné, ils m'ont dit de venir. Il faut aller poser les enfants chez la famille. Donc voilà, on part pour une longue route. Voilà. 90 km sous la neige. La maternité est de l'autre côté des montagnes du Jura. Cette vidéo de Vanessa et son mari résonne comme un message d'alerte. Les routes vers chez nous sont pas déneigées du tout. Voilà, ça glisse. Donc on va aller doucement. Hein. Voilà, sur la route nationale, c'est pareil. Et il y a toujours de la neige, ça tombe beaucoup. C'est pas des bonnes conditions pour aller jusqu'à la maternité de Dole. On n'a pas trop le choix. Pendant 1h30, le couple s'est fait une belle frayeur. Dans le dos. Finalement, le bébé n'est pas né ce soir-là. Vanessa accouchera quelques jours plus tard. Si la maternité de Saint-Claude n'avait pas fermé, cette jeune maman n'aurait pas fait ce périple. En France, comme elle, 326 000 femmes vivent à plus de 45 minutes de leur lieu d'accouchement. L'État justifie les fermetures parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Les petites maternités seraient dangereuses. N'est-ce pas plutôt une question d'argent? Est-il vraiment plus sûr de prendre la route? Saint-Claude, 10 000 habitants, sous-préfecture du Jura, au cœur des montagnes. L'été dernier, les autorités sanitaires ont ordonné la fermeture de la maternité parce qu'elle manquait de médecins permanents. Dans la région, donner la vie est soudain devenu très compliqué. Candice a bien failli ne jamais voir le jour. Sa naissance était programmée à Lons-le-Saunier, une maternité à plus d'1 heure de route de chez elle. Mais rien ne s'est passé comme prévu. On est allé la veille, on les a prévenus. On est arrivé la nuit là-bas tard. Il était peut-être minuit quand on est arrivé là-bas. On nous a renvoyés chez nous le lendemain midi. Et là, de nouveau, des contractions. Là, on n'est pas allé à la maternité. On a appelé la sage-femme qui nous suit, qui est venue. Salut. Coucou Nolan. Bonjour toi, Miss Tinguette. Salut. Céline, la sage-femme, est restée très proche de la petite famille. La soirée qu'ils ont vécue ensemble a scellé les liens. Je me suis dit, dans un premier temps, c'est tout, elle va accoucher ici, à la maison. Et puis, finalement, du coup, comme entre-temps, le SMUR avait été appelé, avec l'urgentiste, on a décidé de prendre la route. Nous avons refait le trajet avec chacune des personnes présentes cette nuit-là. Les 2 ambulanciers, Virginie, la maman, et Céline, la sage-femme, à l'arrière. Nolan, le papa, suit le véhicule dans sa propre voiture. Malgré l'urgence, les ambulanciers ne peuvent pas faire de miracle dans les virages. On ne peut pas dire on va vite à l'hôpital, parce que même si nos ambulances, on a des facilités de passage, mais la route fait qu'de toute façon, on ne va pas pouvoir rouler puis c'est pas le but de rouler à 120 km/h. Dans les secousses, la future maman doit gérer ses angoisses et ses douleurs. Je pense que j'aurais accouché dans un hôpital, j'aurais craqué pour une péridurale. Bon, là, j'avais pas le choix. Ce qui m'a fait beaucoup peur, c'est de ne pas savoir comment réagissait le bébé pendant les contractions. Ça, on peut pas savoir si son cœur va bien, si il n'y a pas de monitoring. Donc on sait pas. Tout seul derrière, son mari s'inquiète. À ce moment précis, vous aviez aucune idée de ce qui se passait dans l'ambulance? Ah, aucune. Aucune. J'avais peur. J'espérais que ma chérie Virginie allait bien. C'était long, c'était dur.
À mi-parcours, il faut s'arrêter en urgence. L'accouchement est imminent. Et la sage-femme voit tout de suite qu'il y a un problème. Je me suis aperçue à ce moment-là qu'il y avait un petit cordon, un cordon autour du cou. Un cordon vraiment très serré. Souvent, ça fait des bébés qui sortent à la naissance en ayant manqué un peu d'oxygène. Donc, il est nécessaire d'intervenir donc, en mettant un clan de part et d'autre du cordon pour pouvoir couper entre les deux. Et puis après, elle est vite sortie, du coup. On me l'a mis, j'ai trouvé qu'elle était un peu bleue, hein, j'ai un peu paniqué, j'ai dit, j'ai cru qu'elle respirait pas trop. Enfin, tu m'as dit, non, c'est bon, tout va bien, elle respire. Si Céline n'était pas là, on a imaginé... Personne n'aurait pu clamper à ta place, à ce moment-là, le cordon. Personne ne l'aurait vu. Heureusement qu'il était qu'à moitié serré. Voilà, il y a quand même, on a eu beaucoup de chance. Je pense qu'aujourd'hui, enfin ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. Virginie et Nolan ne sont pas passés loin d'un drame. J'ai accouché de ma petite fille dans une ambulance, à cause d'une maternité qui a fermé, ouais. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut tourner comme on veut. En tous les cas, la maternité de Saint-Claude aurait été ouverte, j'aurais pas accouché dans une ambulance. À 7h50 du matin, Candice est née au bord de la route départementale 436. Et voilà, la petite Candice. Sur son acte de naissance, du coup, il y a... Mon linge, ouais. Ça faisait 67 ans, je crois, le maire m'a dit qu'il n'avait pas fait un acte de naissance. Mais tu commences à avoir faim. Quand une maternité ferme, les services de secours sont en première ligne. Le lendemain, nous retrouvons Céline, la sage-femme. Après avoir travaillé 10 ans à l'hôpital de Saint-Claude, elle exerce en libéral. Elle est aussi devenue pompier volontaire. Elle fait la tournée des casernes pour former ses collègues aux techniques d'accouchement. 300 pompiers du département ont déjà suivi ses cours. Oh, oui. Bon, alors déjà, merci d'être là ce soir, en jour de semaine. Pourquoi j'ai rallié les pompiers? Parce que cette fermeture de maternité m'a quand même interrogée en me disant « Waouh, il y a vraiment une zone géographique là à combler pour pallier aux accouchements inopinés qui va pouvoir y avoir sur les territoires. » Après la théorie, jeu de rôle. Il s'agit de gérer une naissance à domicile. Un pompier va se mettre dans la peau d'une femme qui accouche grâce au matériel spécialisé apporté par Céline. C'est moi la maman. Tu vas tenir ton ventre, voilà. Alors, il faut que ce soit comme en vrai, hein, c'est-à-dire que tu vas essayer de... Tu vois, il faut que ce soit sonore, quoi. T'es paniqué, tu cries, tu dis « Ah, ça pousse !» Enfin, tu vois, d'accord, comme en vrai. C'est pas juste... Ah, voilà. Oulala, ouh, ça pousse là, oulala. Ouh, oulala. Ouh, aïe, faut faire quelque chose. Ah, ouh, ah. Je vois la tête qui sort. Ah. Ça va bien se passer. Même si la situation les amuse, ces hommes prennent l'exercice très au sérieux. Respirez. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, vous inquiétez pas. Allez, ça va aller, ça va aller. Là, tu l'empoignes bien parce que ça glisse. Hein. Ouais. Que je peux... Voilà. C'est bon? Voilà. Tu le remets. Voilà. C'est un petit garçon. Oh, il est beau. Il faut que je le masse et que je Voilà. mette du froid. Et tu vois tout de suite que ça va moins saigner. Et puis on va couper notre cordon. Clac. Tu fais tes doigts, clac. Et puis là, ça permet à la maman de prendre son bébé, Voilà. hein, parce qu'on est quand même dans une émotion. Ça n'a pas été facile, hein. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire. C'est très rare. Et le jour où ça arrive, il faut qu'on puisse être prêt Parce que ça n'a pas été pour tout seul. et avoir les bons réflexes et surtout aussi être rassurant auprès de la maman qui accouche. Bravo, monsieur, vous avez fait du beau boulot. Bien joué, madame. Ça, on imagine que c'est le camion. Voilà. Deuxième cas de figure, savoir réagir en situation critique. Quand le cordon ombilical sort en premier, les pompiers doivent maintenir le bébé dans le ventre de la maman jusqu'à l'arrivée à la maternité. C'est quand même, voilà. Et donc, un utérus qui contracte, ça fait à peu près ça. D'accord. Ah, donc, faut pas qu'il descende. Voilà, toi, tu refoules, ok? Céline, pourquoi c'est important de leur apprendre tout ça?
Alors parce que dans ce contexte de procidence du cordon, qui est une situation très rare, hein, le pronostic du bébé est engagé. Donc leur apprendre des gestes d'urgence comme ça, de secours, va permettre de la survie du bébé, tout simplement. Ça remplacera jamais une sage-femme, hein. Ça permet en tout cas de faire passer certains messages et puis d'aborder ces situations de façon plus sereine. Ouais. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi les maternités disparaissent-elles en France? Pour nous plonger dans le sujet, nous avons décidé de nous installer dans l'une d'entre elles. Celle de Roye, dans la Somme, aujourd'hui désaffectée. Des femmes y ont accouché jusque dans les années 80. En France, il y avait 1369 maternités en 1975. « 25 ans plus tard, le pays n'en comptait plus que 703. Fin janvier 2019, il n'en reste que 488. Près de 2/3 des établissements ont été rayés de la carte en 40 ans. Et ils n'ont pas été choisis au hasard. Il s'agit souvent de petites unités qui ferment parce qu'elles sont en dessous du seuil légal. 300 accouchements par an. Un chiffre fixé par décret. La loi a prévu des exceptions pour les établissements isolés. S'ils sont à plus de 45 minutes d'une autre maternité, ils peuvent être maintenus. Voilà pour la théorie. En pratique, sur la liste officielle des maternités isolées, on en trouve qui viennent de fermer. Comme Saint-Claude ou encore Le Blanc. Le Blanc, une petite ville du centre de la France. 6300 habitants, 30 000 dans les 50 communes alentours. Pas d'autoroute, pas de gare ferroviaire. L'État dit avoir fermé la maternité parce qu'elle ne pratiquait pas assez d'accouchements, 255 en 2017, et parce qu'elle n'attirait pas assez de médecins. Les habitants croient plutôt que c'est pour faire des économies. Et ça les met hors d'eux. En octobre dernier, le jour de la fermeture, ils investissent Châteauroux, la préfecture de l'Indre. On a la haine, on a honte d'être français. On va devoir faire 60 bornes pour aller accoucher et on ne nous écoute pas. 72 élus locaux démissionnent symboliquement, dont la maire du Blanc. C'est l'État que j'accuse directement, qui met en place un rouleau compresseur pour supprimer toutes les petites maternités de proximité. Les opposants occupent même la maternité condamnée, une semaine durant. Jusqu'à être évacués par les CRS. Une lutte sans relâche pour se faire entendre. Fin novembre à Paris, ils font sensation avec leur tenue de La Servante écarlate, une série américaine sur l'oppression des femmes, dont l'héroïne est enceinte. Cap sur l'Assemblée nationale et sur le ministère de la Santé pour un AK adressé à la ministre. Viens nous voir, 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 viens nous voir. Créatifs, les militants blanquois. Ces grandes oreilles, c'est pour dire que le gouvernement ne les entend pas. Début décembre, ils se lancent dans une marche de 300 km pendant 2 semaines sur les routes de campagne. C'est pas fini! Tous à Paris, c'est pas fini! Étienne est un futur papa. Sa femme est enceinte de 8 mois et demi. En ce moment, il est sur tous les fronts. Elle va bientôt accoucher dans quelques semaines et donc l'important c'est de gérer, de s'organiser par rapport à ça et aussi d'être sur le combat au quotidien. Ce message en fait on le porte depuis déjà 6 mois. C'est vraiment une révolte. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est d'être écoutés, et le dialogue. Et il n'y en a pas. Voilà, il y a vraiment une rupture du dialogue et c'est injuste.
Aujourd'hui, on considère qu'on est des citoyens comme tout le monde. Donc on a le droit aux mêmes services publics qu'on soit à Paris, à Marseille ou au Blanc. Étienne accompagne Héloïse, sa femme, pour la dernière échographie. La maternité du Blanc est devenue un centre périnatal. Les consultations restent ouvertes, en dessous des anciennes salles de naissance aux rideaux baissés. Cette petite fille, elle sera pas blancoise? Non, puisqu'elle va naître à Châtellerault, à la maternité de Châtellerault. On habite au Blanc, donc on est à 5 minutes en voiture d'ici, de l'hôpital, donc de l'ancienne maternité. Ça nous rend malheureux que cette maternité soit fermée parce que c'était une maternité de qualité. Les sages-femmes, les auxiliaires étaient vraiment super, quoi. Il n'y a jamais eu de problème. Moi, je sais que pour mes 2 grossesses et mes 2 accouchements, c'était très très bien. Leur deuxième enfant est venu au monde 3 heures après le début des contractions. Pour le troisième, combien de temps mettront-ils à rejoindre la maternité de Châtellerault ? Toujours cette obsession de la route. Ils s'entraînent même à faire le trajet avec un chronomètre. Depuis la fermeture, les futures mamans peuvent choisir d'accoucher à Châteauroux, Poitiers ou Châtellerault. Il faut compter 60 km en moyenne. Héloïse et Étienne traversent une dizaine de communes sur 2 départements. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que les premières contractions qui nous paraissent être des contractions de début de travail, à partir de ce moment-là, il va falloir être assez réactif. Est-ce que je dois attendre un peu? Est-ce qu'on doit partir tout de suite? Oui, c'est une vraie peur, là, pour le troisième enfant, de se dire est-ce que je vais arriver à temps à la maternité? Au fil des kilomètres, l'angoisse monte. Et avec elle, la peur d'un contretemps. On tombe sur une déviation. Donc là, on est obligé de prendre une route parallèle pour aller sur Châtellerault. Et vous voyez, on a une partie 50 sur une route parce que la chaussée est déformée. Mais là, vous roulez plus vite, là? Ouais. Parce que j'imagine que le jour, je vais pas forcément respecter les limitations de vitesse. Là, je pense qu'on ne peut pas appeler. Je pense qu'il n'y a pas de réseau là. Il n'y a pas de barre, il n'y a pas de 3G ou de 4G, il n'y a rien. La sécurité, elle était à la maternité du Blanc. Elle n'est pas sur une route de campagne, quoi, sans réseau, avec un sanglier qui peut traverser, un tracteur qui arrive en face. On arrive là? Ouais. Là, on a mis combien de temps? Eh ben, presque 57 minutes. 57 minutes en excès de vitesse. Les urgences, c'est derrière là, ce bâtiment. C'est leur première visite à la maternité de Châtellerault. Bonjour. Bon, mais je vais vous montrer du coup notre Oui. maternité. Bah oui, voilà, D'accord. on va visiter. Suivez-moi. L'accueil de la sage-femme est chaleureux. Pour justement l'estimation de poids. Chaque mois, elle reçoit entre 5 et 10 futures mamans venues du Blanc. Donc, les chambres de maternité sont ici. Ici, c'est donc une des salles d'accouchement, d'accueil des nouveau-nés qui naissent par césarienne, avec deux tables d'accueil. En fait, là, on a le sentiment d'être en sécurité en fait, quand on arrive. Voilà. Pas forcément le sentiment qu'on est sur la route, mais là ici, Voilà. on a le sentiment d'être en sécurité. Que risquent les futures mamans à faire des dizaines de kilomètres pour aller accoucher? Des statistiques existent. Nous avons rencontré la spécialiste. Elle habite en Bourgogne. Evelyne Combier est une pédiatre devenue chercheure en santé publique. Elle est la seule à s'être penchée sur cette question. Là, il y a 20 ans de recherche. Non, ça c'est juste le dernier, ça. Dans une étude publiée il y a 6 ans, elle a analysé les temps d'accès aux maternités de Bourgogne entre 2000 et 2009. Elle a montré que plus le trajet dure, plus le bébé est en danger. Des conclusions que la Cour des comptes a citées dans son rapport sur les maternités. On s'est aperçu, en fait, qu'on avait une augmentation du risque de mortalité pour les bébés ou d'hospitalisation pour les bébés qui augmentait au fur et à mesure qu'on augmentait la distance à la maternité la plus proche.
Ce qui est apparu, c'est pour un temps supérieur à 45 minutes, en fait, le taux de mortalité passe de 0,46% des grossesses à 0,86%. C'est 2 fois plus. Evelyne Combier est allée plus loin. Dans une deuxième étude, elle a épluché les bases de données de toutes les maternités de France, entre 2012 et 2014. Elle a recensé 6700 accouchements inopinés, en bord de route ou à domicile. Ses conclusions sont édifiantes. Les accouchements avec des morts-nés sont multipliés par 3,3, le risque. Il y a 3 fois plus de bébés morts-nés quand on accouche en dehors d'une maternité. Voilà. Le risque pour la mère, c'est de décéder. On a trouvé qu'on avait un risque qui avait été augmenté par 13, multiplié par 13. C'est effrayant. C'est effrayant. Qu'est-ce que ça vous inspire? Fermer une maternité, à ce moment-là, on prend des risques de tuer, oui. De tuer et les femmes et les enfants. C'est effectivement un risque qu'on connaît et que, oui, je pense que les décideurs ne peuvent pas ne pas le connaître. Les autorités sanitaires avaient-elles connaissance du travail d'Evelyne Combier quand elles ont décidé de fermer la maternité du Blanc? À l'Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire, nous avons rendez-vous avec Sabine Dupont. Elle n'est pas médecin, mais cadre administratif. C'est elle qui est en charge du dossier. Je voudrais vous soumettre une étude sur justement les temps de trajet. Oui, que nous connaissons très bien. Oui. Cette étude-là a donné lieu à de grandes discussions dans l'appréciation de notre décision. Et donc dans votre décision, vous étiez au courant que les trajets longs augmentent les risques de mortalité. Ça a été analysé par des docteurs, oui. Ça a été vu avec les docteurs. Et c'est un risque que vous avez accepté? C'est pas un risque qu'on accepte. Ne caricaturez pas mes propos. Simplement, quand vous prenez une décision, il n'y a pas un risque que vous acceptez et un risque que vous rejetez. Il y a l'ensemble des risques que vous prenez en considération. L'objectif est quand même, et je le répète, de se dire à un moment où la femme est le mieux prise en compte et le bébé sont le mieux pris en charge, je dirais, de façon sécure. C'est moins dangereux de faire plus d'1 heure de route? C'est ce qui a été estimé, oui. C'est ce qui a été estimé. Que d'accoucher au Blanc? C'est ce qui a été estimé. Pour elle, la fermeture de la maternité se justifie car elle serait dangereuse. Elle s'appuie sur les conclusions d'un audit réalisé à la demande de l'ARS en septembre 2018. Voici ce qu'on y lit. Les échanges conduits avec les personnes auditées ont permis à la mission d'identifier plusieurs dysfonctionnements pouvant mettre gravement en jeu la sécurité des prises en charge. L'audit pointe entre autres des effectifs insuffisants, un déficit de connaissance des procédures, une culture de ne pas déranger les médecins la nuit. Un rapport cité par Agnès Buzyn en personne, la ministre de la Santé. Sur France Info, elle dénonce de graves manquements. L'audit qui nous a été donné montre en fait de très mauvaises pratiques dans cette maternité, avec une méconnaissance des procédures d'urgence. Donc au-delà même de la liste des gardes qui n'est pas remplie, c'est une maternité dangereuse. Au Blanc, ça ne passe pas. Les opposants contestent l'audit et ils relèvent une contradiction, document à l'appui. La Haute Autorité de Santé délivre à chaque hôpital une certification valable 4 ans. En décembre 2016, l'établissement du Blanc et sa maternité ont été classés niveau B, un résultat conforme. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on m'explique comment c'est possible que la Haute Autorité de Santé, en fin 2016, dise « c'est bon, on vous certifie votre maternité », et puis en 2018, on nous explique qu'en fait, oh là là, mais il faut absolument la fermer très vite, parce que en fait, elle est vachement dangereuse, alors que la certification, elle dure 4 ans. Une certification signée par Agnès Buzyn. Alors en plus, elle est signée par Buzyn. Moi, ça... Qui était à l'époque présidente de la Haute Autorité de Santé. Oui, elle n'était pas ministre à l'époque, mais quand même, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. C'est quand même la même personne.
Ce qu'il y a, c'est que l'argument de la sécurité, il arrive petit à petit dans l'histoire. Au départ, c'était pas un problème de sécurité, il n'était pas nommé comme ça, il était nommé juste un problème de remplacement de personnel. Et petit à petit, dans l'été, est arrivée l'idée de problème de sécurité. Mais en fait, on sait que c'est un problème financier, c'est qu'ils veulent fermer ce service parce qu'il coûte trop cher. Mais ça, c'est pas entendable par les citoyens qui payent des impôts comme tout le monde. Et puis finalement, on fait une audit pour mettre de l'expertise là-dedans. Voilà. Et donc ça, en fait, ça s'applique chez nous et ça s'applique ailleurs. Maintenir un accueil jour et nuit pour les femmes enceintes, ça coûte cher. La maternité du Blanc perdait 2 millions d'euros chaque année, d'après la Cour régionale des comptes. L'ARS assure qu'elle ne l'a pas fermée pour des questions d'argent, mais parce que l'établissement ne parvenait pas à recruter suffisamment de personnel. Pourtant, quand il a été question de fermeture, une quinzaine de personnes se sont portées candidates. Sages-femmes, pédiatres, obstétriciens. Certains affirment ne pas avoir été recontactés. 3 gynécologues ont même proposé de s'associer pour remettre en route la maternité. Ils la connaissent pour y avoir travaillé. Mais leur projet n'a pas été retenu. 3 gynécologues pour faire tourner une petite maternité, c'était pas suffisant? Je vous ai dit qu'ils voulaient des temps partiels, des temps fragmentés, et c'était désisté. Qui? Moi, je vais pas à vous parler des situations individuelles. Moi, j'ai eu les 3 au téléphone, il y en a aucun qui m'a parlé de désistement. J'ai pas à vous parler de situations individuelles en public. En tout cas, c'est pas l'objet d'une interview comme celle-là. Si je dirais ces gynécologues s'étaient réellement engagés sur la maternité du Blanc avec un poste à plein temps, il n'y aurait pas eu de décision de suspension ou de décision de fermeture de cette maternité. Nous avons rappelé les 3 gynécologues. Ils sont retraités, mais ils continuent à travailler dans des maternités réputées, comme la loi l'autorise. Leur version est très différente. Ils répondent d'abord sur le désistement. Je ne peux pas me désister dans la mesure où je n'ai pas été contacté, puisque moi, ma proposition, c'était à partir du 1er janvier 2019. Ne disons pas que je me suis dégagé. Je ne me suis pas dégagé. Moi, je me suis engagé à venir travailler dans une maternité où on fait des accouchements, où on fait de la chirurgie et où on fait des consultations et des échographies. L'ARS dit des mensonges. Elle dit des mensonges. Complètement. Sur les temps partiels, ils affirment que leur équipe pouvait assurer la continuité des soins. Un 4e confrère était même volontaire. Je peux vous dire que une maternité comme ça, on pouvait la faire tourner même à 2. C'est pas une maternité où on peut se crever au boulot. Il faut vraiment être honnête. Et surtout quand on est médecin. Eux aussi dénoncent une fermeture économique. Leur motivation, elle est comptable à 100%. Et leur argumentaire pour faire passer la pilule est sécuritaire. Ils sont dans une optique de consultation de 9h du matin à 17h le soir. Pas de sage-femme, pas d'aide-soignante, pas d'auxiliaire péricultrice. Ils sont tout bénéfice. Depuis la fermeture de la maternité, les femmes du Blanc accouchent-elles dans des conditions plus sécures, selon les termes de l'ARS? La petite Isra est âgée d'1 semaine quand nous la rencontrons. Elle sort tout juste de l'hôpital. Ses grands-parents et ses parents, marocains, fêtent son arrivée à la maison. Cette nuit-là, quand Mohamed le papa a appelé la maternité de Poitiers où l'accouchement était prévu, les contractions de sa femme étaient trop rapprochées pour faire 1 heure de route. Le SAMU l'a transporté aux urgences. Tout est allé très vite. Juste pour aller à les urgences de Blanc, je me suis garé et après je rentrais, j'entendais une infirmière me chercher pour couper le cordonnier. C'était déjà fait? C'était déjà fait. Isra est née moins d'1 heure après l'arrivée de sa mère aux urgences. Un accouchement rapide, mais éprouvant. Quand je suis arrivée à l'hôpital, rien n'était prévu pour accoucher. J'ai eu très peur quand j'ai compris. Le médecin avait peur aussi.
Il m'a aidé à accoucher alors qu'il n'avait aucun matériel, rien du tout. J'ai eu très peur. Zakia, la maman, décrit ce qui ressemble à une panique générale. J'ai vu tout le monde courir dans tous les sens, à droite, à gauche, pour apporter ceci, cela. À ce moment-là, je pensais que j'allais mourir. Je me suis dit que ça ne pouvait pas se passer autrement. Forcément, j'allais mourir. Les urgences du Blanc ont-elles été dépassées par la situation cette nuit-là? Nous avons contacté un membre de l'équipe médicale qui a participé à l'accouchement. Anonymement, il corrobore le récit de la jeune maman. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à 4h du matin, tout le monde croisait les doigts en se disant pourvu que ça se passe bien, quoi. Et s'il y avait une complication, vous n'auriez pas été équipé pour faire face? On aurait fait le maximum, mais je suis ni sage-femme, ni pédiatre, ni gynécologue obstétricien. On n'aurait pas pu faire les forceps, les ventouses. Ça, vous en avez pas? Les épisiotomies, c'est pas qu'on n'a pas, c'est qu'on sait pas faire. Ça aurait pu mal se terminer. Il y aurait pu y avoir une tragédie. Accouchement à risque, équipe en difficulté, la disparition d'une maternité impacte les urgences de l'hôpital. Certains médecins estiment qu'ils ne devraient pas avoir à se substituer aux sages-femmes ou aux obstétriciens. À Creil, dans l'Oise, les urgentistes doivent se former aux accouchements pour pallier la fermeture des salles de naissance. La mesure scandalise le chef du service, Loïc Penn, à tel point qu'il a démissionné. On leur propose une formation de 2h30 à 3h pour apprendre à accoucher. 2h30 à 3h, c'est complètement sous-estimé la compétence et le niveau de technicité d'une sage-femme, d'un obstétricien. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Et donc, on pense que c'est dangereux. Faire les choses dans ces conditions-là, ça veut dire qu'on fait une sous-médecine pour les gens qui habitent le bassin creillois et qu'on peut avoir des accidents. Donc ça, c'est hors de question qu'on fasse n'importe quoi sur ce service. S'ils prennent des décisions aussi délirantes, il est hors de question de nous impliquer là-dedans. Pour Loïc Penn, comme pour beaucoup de citoyens, c'est souvent la fermeture d'une maternité et non son maintien qui fait courir un risque à la population.